Donc on démarre. Bénédicte Tilloy est avec nous. Bonjour Bénédicte. Bonjour Stéphane. Merci de nous rejoindre, merci de nous accompagner. Bénédicte, cofondatrice de 10h32, on dit 10h32, c'est 10h32. C'est ça le nom de ta boîte. Tu dis que tu fais de la micro-stratégie. Oui, c'est-à-dire je fais de la stratégie avec des gens qui ont envie de transformer en même temps qu'ils gèrent des urgences. C'est tout le monde, ça. Ouais, c'est pour là, ça. tu viens de résumer l'ensemble des boîtes du monde développé en ce mois de septembre 2021. Oui, mais c'est un peu leur sujet et c'est pas facile à faire. C'est-à-dire tricoter du très court terme en même temps qu'on fixe un cap et qu'on s'y tient, c'est pas facile. Ouais, tout à fait. Et tu as été, alors d'abord, tu as écrit un bouquin que je conseille à tout le monde, c'est Du Comex à la start-up, hein, c'est ça le titre du bouquin. Là, voilà, la team, du Comex à la start-up, parce que tu as été au Comex de la SNCF et tu as été notamment directrice de Transilien. Transilien, les trains de l'Île-de-France, les trains de banlieue, le RER et tous les trains. Et là, en termes de système, si tu veux, et de micromanagement, je crois que ça se pose là en matière d'expérience. Voilà. Guy Mamoumani, salut Guy. Bonjour. Co-président du groupe Open. Et puis Jean-Charles Simon, salut Jean-Charles. Salut. Alors Jean-Charles, multiples casquettes, mais on va garder celle d'économiste, finalement, qui m'est le plus utile là. Non, ancien directeur général du MEDEF, parce qu'on va parler des retraites. D'accord. Économiste et notamment, alors tu as de multiples entreprises que tu as fondées, mais Station, c'est ça, Station. Absolument. Sur les statistiques économiques. Exactement. On a reçu ici, tu sais, le directeur général de l'INSEE. Oui, qui est formidable, Jean-Luc Tavernier, qui est absolument formidable, que j'ai eu plusieurs fois en fait en interlocuteur quand j'étais à la FEP et au MEDEF, puisqu'il était auprès des pouvoirs publics, évidemment à différentes fonctions de direction de cabinet avant de rejoindre la direction générale de l'INSEE. Et il a décidé de descendre dans le débat public. Juste un mot là-dessus. Je ne sais pas comment tu prends ça. Donc, je trouve ça formidable. Ce qui me permet de dire, il y a un blog aujourd'hui de l'INSEE. C'est Jean-Luc Tavernier. Jean-Luc Tavernier. Jean-Luc Tavernier écrit un blog sur lequel, je vais le dire comme ça, il règle ses comptes avec un certain nombre de ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la statistique. C'est absolument passionnant. C'est vraiment passionnant. J'invite tout le monde à aller le voir parce que c'est très pédagogique. Ils ont fait un gros effort, lui et son équipe, parce que c'est pas lui qui fait tous les billets. Évidemment, il y a d'autres administrateurs de l'INSEE, puisque c'est le corps des hauts fonctionnaires, en général passés par Polytechnique et l'INSEE, qui dirigent les directions de l'INSEE. Et ils font ce travail formidable pour expliquer la conjoncture, les statistiques, les erreurs que font les gens, par exemple sur l'inflation, sur beaucoup d'autres choses où il y a des préjugés grand public qui parfois font que les erreurs de raisonnement se multiplient et puis ils défendent aussi, et c'est très important, l'indépendance de leur institut, parce que leur institut est un institut scientifique. Il est rattaché au ministère de l'économie et des finances, mais ils tiennent mordicus à l'indépendance de leurs travaux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de travaux sur commande. Je me souviens que son prédécesseur, Jean-Philippe Cotis, avait été appelé au moment de la crise financière à faire un travail sur la valeur ajoutée et le partage de la valeur ajoutée. Il avait fait ça de manière extrêmement rigoureuse avec les syndicats de salariés, le MEDEF comme partenaire et interlocuteur pour discuter de leur point de vue, mais ils tenaient absolument à faire des choses qui d'ailleurs n'étaient pas dans le sens du gouvernement, puisque par rapport à ce que disait à l'époque Nicolas Sarkozy, à ce qu'il avait en tête, notamment sur le partage de la valeur ajoutée, il montrait des choses qui n'étaient pas... grande stabilité. Voilà, notamment une grande stabilité entre le partage de la valeur ajoutée, entre l'actionnaire et le travail. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et tu sais que ce travail, si tu cherches, parce que ça c'est un sujet qui revient en permanence, sur lequel nous-mêmes on est interrogés en permanence, et puis moi je suis tout à fait, nous qui, je vais le dire comme ça, défendons le système, voilà, on est interrogés en permanance. En fait, tu retombes toujours sur le travail de Jean-Philippe Cotis. Oui. C'est un tel boulot que je crois que personne... C'est une référence, je crois que c'est... Mais il faut en faire un autre parce que... Maintenant, ça a évidemment 12 ans. Voilà, c'est ça. Faudrait que tu t'y colles. Truc intéressant. Et juste, je finis là-dessus. Cette statistique est en fait aujourd'hui soumise à la même défiance que l'ensemble des discours des élites, voilà, je vais le dire comme ça, l'ensemble des discours d'autorité, l'ensemble des discours scientifiques. Ouais. Donc c'est ça qui est important. C'est comme si la statistique était en fait une opinion. C'est ça qui est terrible. Ouais. Alors, c'est une discipline des mathématiques tout à fait rigoureuse. Et puis, évidemment, derrière, il peut y avoir des abus, comme on le voit aujourd'hui avec la médecine de la même façon. On peut avoir des gens qui sont des affabulateurs, des gens qui truquent et qui utilisent un discours
pseudo-scientifiques pour essayer de convaincre de préjugés ou de leur point de vue. Donc il y a le même risque évidemment dans les statistiques économiques et statistiques sociales, mais justement c'est pour ça qu'il y a besoin d'institutions de référence comme celle-là, et je crois qu'elle est objectivement tout à fait remarquable dans son genre, dans le paysage européen, international. L'INSEE est une très belle maison. On dit que c'est la meilleure du monde. Ouais, il faut les défendre. Il faut défendre leur boulot, et puis justement, à la limite, plus ils le sont, je trouve, et c'est très bien ce que fait Jean-Luc Tavernier ces dernières années, plus justement ils ont, par rapport au pouvoir politique, cette force pour ne pas être justement manipulés, le cas échéant, si ça enchantait quelqu'un de le faire. D'où la nécessité de remettre les sciences et les mathématiques dans l'éducation au plus haut niveau. Et c'est l'ancien prof de maths qui parle. Je ne savais pas ça, Guy. Oui, j'ai commencé ma carrière pendant 5 ans comme professeur de mathématiques à l'Éducation nationale. Et je crois que c'est essentiel, parce que plus on formera les gens sur ces sujets, la rigueur mathématique, la connaissance des sciences, et plus ils pourront justement accepter que ce n'est pas une opinion, comme l'a dit Bénédicte. Et tu penses qu'il y a une corrélation entre la baisse du niveau mathématique des élèves français est un fait attesté, là, voilà, international. Et tu penses qu'il y a une corrélation entre ça et l'état de défiance que l'on décrit parfois sur justement l'ensemble des vérités scientifiques ? Moi, j'en suis convaincu. Alors maintenant, c'est mon épouse, inspectrice d'éducation nationale, ne serait pas d'accord avec nous. Oui, mais c'est indéniable. Mais moi, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je lui dis en permanence. Non, mais c'est l'ensemble des classements internationaux font autorité quand même là-dessus. Oui, mais c'est vrai que les classements sont faits avec certains biais, donc ils ne sont pas forcément à l'avantage de la France. Mais de toute façon, c'est sûr qu'on le ressent bien. Un niveau scientifique, un niveau mathématique en forte baisse. Et par conséquent, pourquoi voulez-vous qu'ils comprennent ? Alors après, en fait, tu as beau dire, beau expliquer tout ce que tu veux, si je n'ai pas les bases nécessaires pour le comprendre, eh bien, ça ne passera pas. Et je crois que c'est un des éléments essentiels, d'ailleurs, on y reviendra peut-être sur les programmes présidentiels, c'est de revenir quand même à des notions de base en termes d'éducation et de formation. Non, je ne vais pas te demander de détailler un programme présidentiel, Guy. C'était pas... Non. Bon, mais on le fera, si tu veux. Bon, on le fera un peu plus tard. Voilà, je pense que c'est un point essentiel. Bénédicte. Ce qui est frappant, surtout, je trouve, c'est que, en fait, on a rarement des ordres de grandeur qui nous sont présentés. Oui. Et donc, du coup, on est capable de mettre une éolienne en face d'une centrale nucléaire. On est capable d'imaginer que la circulation à Paris, c'est comparable au RER, par exemple. En fait, tant qu'on n'a pas des chiffres et que les gens ne se représentent pas, en fait, ça reste une opinion. Et donc, c'est important de le ramener à ce dont ils sont capables. Enfin, les choses de la vie quotidienne, en fait. Comparer les choses de la vie quotidienne. Et c'est très vrai sur le débat transition énergétique. Absolument. Enfin, alors en plus, on n'y a absolument pas conscience des volumes, des enjeux, y compris de la part du gouvernement quand il nous dit qu'il éclaire la Tour Eiffel à l'hydrogène. Enfin, quel message t'envoie avec ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, notamment sur les profs de maths, par exemple, constatent sur ces 40 dernières années qu'il y a à peu près une année de programme qui a été perdue. En fait, un glissement d'1 an de moins de connaissances quand on arrive au bac ou même en classe préparatoire par rapport à ce qu'il était au début des années 80. Donc ça, c'est un fait assez objectif et assez problématique. Autre fait, c'est la formation, et c'est même encore plus grave probablement, la formation des professeurs du primaire. La formation des professeurs du primaire est quasi exclusivement, je crois que le taux c'est 85 ou 90%, de personnes qui ont une formation exclusivement littéraire, c'est-à-dire qui ont des bases souvent très faibles en mathématiques, en calcul, en arithmétique, et qui se retrouvent dans toute la population. Après, le problème, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des chiffres, mais si on n'est pas capable d'appréhender des raisonnements très simples, des ordres de grandeur, des façons de penser, je me souviens de ce truc-là, c'est pas pour accabler quelqu'un, mais entre Julien Bayou et des journalistes qui faisaient remarquer qu'ils ne savaient pas calculer la superficie d'un disque. Donc ils raisonnaient, ils ne savaient pas faire un pi R2 ou des choses comme ça, tout simplement. Et
donc, il y avait un problème pour Moi non lui, plus. Hein. Non, mais de trucs... Faut quelqu'un le dise autour de cette table, quand même. Moi non plus. Et du coup, non, mais tu veux, c'était sur le périmètre d'enfants nés avec des... Vous vous souvenez de cet échange, notamment, je crois, entre Emmanuel Ducrot et Julien Bayous, où les types ne comprenaient pas la surface dont on parlait. Et en plus, il la reprenait en pensant avoir raison, parce que je pense... Ou son community manager, hein, je ne veux pas du tout dire que c'est nécessairement lui, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de raisonnement de base, de capacité à comprendre un tout petit peu, à rentrer dans les statistiques, à rentrer dans les chiffres, qui est en train d'être mal maîtrisé par une bonne partie de la population. Bon, et tout ça nous éloigne du séminaire gouvernemental. Non, tiens, Guy, je dois dire, c'est un sujet, en tant que citoyen, je crois que c'est sans précédent. Oui, le président en place utilise d'une certaine manière l'appareil d'État pour sa campagne présidentielle. Je pense que ça, c'est absolument inévitable, quelle que soit l'indépendance de l'administration. Là, il se retrouve avec donc, ce France Relance, là, qui va être le deuxième plan de relance, 20 à 30 milliards d'euros. Ça me pose un problème en tant que citoyen. Bah écoutez, moi ça ne me pose pas de problème. Alors vas-y, non, mais rassure-moi. Non, parce que, qu'est-ce que je vais dire ? Écoute, il est président de la République pendant 5 ans. Déjà, c'est court. Moi, je suis contre ce quinquennat. Hein. Je trouve que c'est trop court pour pouvoir travailler. Si, en plus de ça, l'année qui précède les présidentielles, surtout dans une période aussi exceptionnelle que celle que nous vivons, il n'utilise pas tous les moyens qu'il a en sa possession pour faire tenir le pays, eh bien, je crois qu'il ne ferait pas son job. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, et quand on voyage, on s'en aperçoit, la façon dont a été traitée par le gouvernement la crise de la Covid pour les entreprises, je ne vais pas m'élargir, hein, mais sur les entreprises, est quand même assez exemplaire. Hein, et donc, s'il continue à utiliser les moyens de l'État pour sauver, aider les entreprises, créer de l'emploi, à mon avis, c'est son job. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a un petit concours de circonstances qui est un peu critiquable, mais jusqu'au dernier jour, il est président de la République, et au contraire, je trouve ça très bien qu'il ne fasse pas une campagne ou qu'il n'appuie pas sur le bouton pause. C'est impossible aujourd'hui d'appuyer sur le bouton pause. Oui. Bénédicte, je partage. Tu partages le truc. Ouais. Je vois pas un patron qui dirait je m'en vais dans quelques mois, et donc je laisse filer les rubans. Oui, mais c'est le bien commun de l'entreprise. Fera. C'est le bien commun de l'entreprise. Le patron, à la limite, c'est pas grave. Là, le sujet, c'est que c'est un pays, c'est encore plus grave. Oui, mais c'est son sort personnel. Tu comprends ? C'est pour se faire réélire. Le patron, s'il s'en va, il s'en va. Enfin, pour se faire réélire, on va quand même imaginer que le plan de relance a des vertus pour le pays. Ou bien alors, on est parfaitement cynique et on imagine que le plan de relance est à côté du sujet. Mais dans ce cas-là, c'est autre chose. Clientéliste, on va dire. Alors ça, c'est une autre. Voilà le risque. Mais non, mais c'est à ça que je pense. Moi. Ça, c'est un avis. C'est-à-dire, tu peux dire que tu n'aurais pas fait ça. Admettons. Mais qu'il engage quelque chose, moi, je trouve que ça a de la valeur. Et en plus, il s'est positionné comme un patron dans l'action. Donc, les opportunités d'agir lui sont présentées à nouveau et il agit. Après, il y a des choses discutables. Je pense qu'on évoquera des contenus tout à l'heure, mais moi, je serais choquée de l'inverse. C'est-à-dire, je serais choquée qu'ils laissent flotter les rubans et qu'ils disent « mon successeur verra » et on fait faire du blabla sur un certain nombre de sujets. Non, mais qu'ils disent « écoutez les amis, là, il y a 30 milliards d'euros » ou alors une totale transparence sur la façon dont l'ensemble de cet argent est utilisé. Mais je ne sais pas si c'est possible, Jean-Charles. C'est une inquiétude non fondée. Tu es d'accord avec eux ? Oui, je suis d'accord. D'autant qu'il peut être attaqué sur ce qu'il fait. Finalement, il peut y avoir des avis divergents. Absolument. À la fois sur l'opportunité de faire ça. Il y a des gens qui peuvent considérer que notamment il gère mal les finances publiques. Je dis pas que c'est mon opinion, hein. Mais plein d'avis peuvent se faire et il ne me semblerait pas anormal qu'il y ait un courant, on va dire, très soucieux de l'endettement français et du niveau des déficits publics et qui disent aujourd'hui, attendez, c'est pas raisonnable. Non, mais il y a des voix comme ça qui existent. Il n'y en a pas, il n'existe pas. Tu veux qu'on fasse... Eric Woerth, Non, mais parlons des, je sais pas, 25 candidats aujourd'hui putatifs à la présidentielle. Non, il faut le dire. Les autres tous sont « je dépense, donc je suis ». Oui, ça c'est vrai. Mais les autres peuvent dire « c'est très mal dépensé ». C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Par exemple, pour le coup, je rentre dans mes billes, moi je pense qu'il aurait fallu faire beaucoup plus sur les impôts de production et beaucoup moins de programmes dans différents domaines, la SNCF, dans le ferroviaire, dans les énergies. Je pense que l'essentiel de ce que devrait faire l'État, c'est d'abaisser les prélèvements obligatoires. Oui, mais attends, Jean-Charles, alors la question à l'économie, c'est pas pareil. Si je donne 30 milliards pour, on va dire, moderniser l'industrie, si je baisse les impôts de production, c'est
pour le coup, une dépense récurrente que j'inscris au budget de l'État. Enfin, je parle comme une dépense. Baisser les impôts, c'est une dépense. Mon Dieu, excusez-nous. Et donc, ça ne rentre pas dans une enveloppe de plan de relance. Parce que c'est de la mauvaise gestion. Pas forcément, parce que j'espère qu'il y a... D'abord, je peux les financer en partie, ces dépenses-là. Je peux trouver en face des économies, ça pourrait quand même exister. Et puis deuxièmement, je peux espérer, en tout cas je peux tenir ce discours, dans les 25 candidats, beaucoup tiennent ces discours sur ce qui leur tienne à cœur, sur le fait qu'il y a un effet multiplicateur de mes dépenses. Donc elles vont rapporter des recettes, elles vont rapporter de l'activité. C'est pas plus utile que d'envoyer ça, de flécher sur des projets précis, de décarbonation, de modernisation, de robotisation de l'outil industriel français. Moi j'ai toujours très peur quand l'État veut faire des grands programmes et veut flécher justement sur des acteurs. Mais ça, c'est mon avis. Il vaut mieux qu'il baisse les impôts et laisser les acteurs utiliser le pognon. Je préfère. Il peut s'occuper de certaines choses. Il y a des infrastructures dont personne ne s'occupera s'il ne s'en occupe pas. Donc là, pour le coup, il y a des choses à faire. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire en matière de dépenses publiques ou en matière même d'investissement public. Je pense que l'investissement public, il peut exister dans un certain nombre de domaines. Mais honnêtement, je préférerais qu'il paye mieux les professeurs et qui trouvent des économies, par exemple, sur d'autres sujets, ou qui paye mieux certaines professions sur lesquelles il y a des vrais problèmes de recrutement ou de niveau, qu'il ait plus de moyens pour la justice, par exemple, typiquement des choses qui sont importantes et qui sont même essentielles dans la vie d'un pays, plutôt qu'ils disent tel programme industriel, je pense qu'il faut l'abandonner. Parce que je pense que là, le risque, c'est toujours des effets d'aubaine, des gens qui vont potentiellement bien en profiter. Ce qui s'est passé avec le solaire il y a 10 ans. Et que derrière, si vous voulez, on soit déçu. Par rapport, je ne doute pas qu'il y a un objectif d'intérêt général au départ. C'est toujours des bonnes intentions dans ces sujets-là. Mais c'est le problème, c'est la réalisation et comment ça se termine. Guy, finalement, tout ce que vient de dire Jean-Charles, toutes ces recommandations, ça prouve bien qu'il y a des choix à faire avec ces 20-30 milliards. Et donc le président ne doit pas être jugé sur le fait qu'il continue à travailler jusqu'au dernier jour, mais sur les choix qu'il va faire. D'accord. Et à ce moment-là, écoutez, on dira, il a favorisé quelqu'un, donc je vote pas pour lui. Il a choisi on va dire les aspects libéraux de Jean-Charles, je vote pas pour lui. Voilà, moi je suis pour qu'il augmente les fonctionnaires, je suis pour qu'il augmente les chômeurs. Bon, ça sera des choix. Et on le jugera là-dessus. Tu as raison. Et tant mieux si ça donne le ton des débats politiques qui vont suivre. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de parler des vrais sujets. Ça permet de parler de choses sérieuses, tu as raison. Alors, et j'entends, je lis l'idée de gommer la Startup Nation. Donc là, je me tourne. Alors, Bénédicte, Guy, parce que je crois que c'est un sujet sérieux. Je crois qu'il doit se poser la question, enfin la façon dont tout ça a été reçu dans le pays. Comment est-ce que vous prenez cette histoire de « il faut gommer l'image de Startup Nation » ? Moi, je n'ai jamais apprécié cette expression Startup Nation. Vraiment, parce que ce n'est pas ce qu'on attend de notre pays. On attend de notre pays qu'il se transforme. Vous savez que je suis un adepte de la transformation numérique, et c'est de ça que l'on attendait. D'ailleurs, j'en ai fait un livre pour justement dire que ce qu'on attendait, c'est que l'administration, l'État, les communautés se transforment grâce au numérique. Or, je suis au regret de le dire, et je le dis à M. Macron, je suis désolé, j'espérais beaucoup plus que ce qui a été fait. Donc, ce n'est pas le problème de la Startup Nation. Bon, il y a quand même pas mal de succès sur toutes les questions de licorne et autres start-up, on tant mieux, c'est très bien, mais ce n'est pas le sujet. Tu t'en fous. Non, j'entends ça. C'est quoi le chiffre? C'est plus de 5 milliards d'euros levés sur les 6 premiers mois de l'année. C'est quasiment autant que sur l'ensemble de 2020. Mais ça, ce n'est pas... Bon, c'est super. Mais c'est l'emploi de demain, ça. C'est l'économie de demain. C'est la croissance de demain. Ce n'est pas tant que ça. Je vais juste finir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Pas tant que ça. Ce qui compte, c'est la transformation du pays. Donc, d'avoir un pays qui, justement, devient fluide, efficace, avec moins de dépenses grâce au numérique, c'est la transformation des grandes entreprises. J'étais ce matin dans une réunion pour réfléchir à la transformation de l'industrie par l'industrie du futur. Ça, c'est ça qui est majeur. Ça compte quand même, les startups. Moi, je suis pas contre. Mais avoir pris comme slogan la Startup Nation, c'est une erreur. Nous ne sommes pas Israël. Et je crois que ça a été vraiment une erreur parce que du coup, on a changé la vision qui était pour moi très très intéressante, parce que j'ai quand même fréquenté beaucoup Emmanuel Macron quand il était ministre de l'Industrie et qu'on travaillait sur ces sujets-là. Et il a voulu trouver peut-être un slogan
Et ce n'est entraînant. Pas... Voilà, entraînant, mais ce n'est une pas perspective, un espoir. Non, il aurait dû dire la transformation de notre pays. Voilà. Mais oui, mais tout le monde dit la transformation de notre pays. En termes de il y a beaucoup de gens qui sont plus conservateurs, qui n'ont pas envie que ça se transforme. Ah, écoutez, alors justement, parlons-en. Bénédicte, toi non plus, t'aimes pas Startup Nation? Pas du tout le mot Startup Nation, parce que je trouve que dans la Startup Nation... C'est bien abandonné. Alors, si même vous laissez tomber... Mais oui, parce qu'en fait, on a l'impression de singer les autres, c'est-à-dire que ça ne nous ressemble pas. Et donc, on est allé chercher un modèle ailleurs. Et en fait, on cherche à challenger. On ne cherche pas à le challenger, on cherche à leur ressembler. Or, les Français, ils détestent. D'ailleurs, c'est intéressant de lire le bouquin de Rosan Vallon. Qu'est-ce qu'il dit? Chaque fois qu'on utilise ces mots-là... Dites-nous un peu plus, parce qu'on n'est pas intime. En fait, Pierre Rosan Vallon, Pierre Rosan Vallon, il vient de sortir un bouquin qui parle des épreuves des Français. Il dit les Français se sentent méprisés. Ils ont l'impression, en fait, que lorsqu'on leur parle et qu'on dit qu'on va faire de la pédagogie, on s'adresse à eux comme de manière condescendante et qu'il y a de l'arrogance dans ces propos. Et je trouve que le terme de Startup Nation, c'est vraiment... il y a de l'arrogance dans ces propos. Oui. Et moi qui suis tout le temps sur Twitter, et c'est d'ailleurs toi qui m'as appris à l'être, je m'aperçois, en ayant des publics variés, que chaque fois qu'on utilise ces termes-là, ça déclenche en fait des réactions épidermiques qui ne sont pas sur le fond, mais qui sont sur l'impression que ça donne. Donc, si on peut bazarder ce terme, moi, je serais ravie. Et par ailleurs, je suis complètement d'accord. Je suis désolé, c'est une défaite. Non. Bazarder ce terme. Alors d'abord, fais attention quand même, Bénédicte, parce que Twitter n'est pas représentatif. Facebook, c'est différent. 30 millions de personnes, c'est massif. Je vais continuer là-dessus. Moi, je pense exactement comme Guy. Je pense que ce qui est important, c'est que la manière... ce que nous ont appris les startups, c'est en fait d'avoir... d'être des entrepreneurs dans l'action. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Et si dans les grandes entreprises, on est des entrepreneurs dans l'action, alors on est capable de transformer le pays. Mais c'est beaucoup plus important que dans toutes les boîtes, y compris dans l'administration, chacun se sente entrepreneur dans l'action, plutôt que de faire rêver des gens au fait que dans 5 ans, ils vont lever des fonds, ils vont vendre leur boîte et ils vont rouler en Maserati. C'est pas ça le sujet. Or, malheureusement... Ils roulent pas en Maserati, les start-upers. Non, ils vont faire le tour du monde, tu sais, à la voile. Oui, mais il y a une espèce de représentation un peu fantasmagorique. Donc, il aurait fallu dire nation d'entrepreneurs, en fait. Peut-être, je sais pas. Mais d'abord, c'est un mot français, entrepreneur. Oui. George Bush nous l'a appris. Qui est pas traduit. Donc, je trouve que c'est dommage parce qu'on a un peu gaspillé... la partie d'élan, d'ambition. Oui, ça c'est clair, on a cassé quelque chose. Voilà. Or, cet élan d'ambition, c'est évidemment très important qu'on l'ait. Et ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'ambition. La première fois qu'on s'est rencontrés avec Guy, on était à l'EHESS, je me rappelle. Et on essayait de convaincre... Dis-nous ce que c'est, École des hautes études en sciences sociales, pour lequel moi j'adore les sciences sociales. Et ça me faisait beaucoup de peine d'être obligée de convaincre des sociologues que c'était une super bonne idée de rentrer dans une entreprise. Et qu'on ne mangeait pas des enfants dans les entreprises. Et alors, peut-être que tu auras du courrier parce que je dis ça, mais franchement, c'est ça en fait qui est important, c'est se sentir entrepreneur. Voilà, ça c'est vraiment important. Pour tout dire, c'était des docteurs. Oui. C'est la problématique dans le milieu anglo-saxon, quand vous avez un PhD, c'est très très valorisé, très recherché. En France, un docteur, il n'a rien à faire dans l'entreprise, sauf à aller le chercher pour faire un peu de crédit, un peu de recherche. Et en fait, notre propos, c'était de dire justement qu'un docteur pouvait apporter quelque chose à l'entreprise. Et qu'on en avait besoin dans les Jean-Charles. Moi, je rejoins un peu ce qu'ont dit Guy et Bénédicte. C'est sur le fond, je trouve que c'est une erreur sociologique, politique et d'histoire économique d'avoir utilisé ce terme-là pour la France, parce que ça correspond à un pays, évidemment tout le monde pense à Israël et a raison, mais Israël c'est un pays pionnier, qui a une histoire évidemment très particulière, qui part de feuille blanche quasiment en termes d'histoire économique avant 48, et donc on n'est pas du tout sur les mêmes, on n'a rien à voir en termes de... Mais on n'a rien à voir, mais alors on a la mémoire courte, on oublie l'élan que ça a donné. Non, mais surtout sociologiquement, si tu veux, tu es en train de renvoyer à des gens une image dans laquelle ils ne peuvent pas se reconnaître. Parce que la plupart des start-upers, c'est des jeunes HEC de bonne famille, mais c'est malheureux à dire, mais qui vont faire fortune, ils sont malins et cool, et c'est tout à fait mérité, et c'est super, mais c'est qu'une petite partie de l'économie. C'est qu'une petite partie du... Bien sûr, mais l'idée, c'était... Il est très très large. C'est cette partie qui entraîne, c'est le rôle modèle, c'est donner envie, c'est tout ça. En fait, souviens-toi de ce qu'on raconte, parce que maintenant, ça y est, c'est fini. De toute façon, c'est une défaite. CES de Las Vegas, c'était une fête. On avait réussi à
à transformer ça en Coupe du Monde de foot. Comment les gens pouvaient se reconnaître là-dedans? Évidemment, les promos d'écoles de commerce se reconnaissaient. Moi, les jeunes gens, peut-être que ça les fait rêver. Non, parce que c'est très typé sociologiquement, il faut le dire. C'est très beaucoup d'hommes, très grande majorité, des formations assez typées, des milieux sociologiques, parce que le système français est aussi en plus plutôt à confirmer les biais sociaux qu'à les affirmer. On avait, si tu veux, quelque chose dans lequel c'était difficile pour plein de gens de se reconnaître, et où en plus le modèle apparaît. Et ça, à mon avis, c'est ça le vrai erreur. Le modèle apparaît ultra inégalitaire. Tu as les fondateurs de Deliveroo qui sont des milliardaires, et puis tu as les staffs de Deliveroo qui sont les nouveaux prolétaires. Et donc, en fait, si tu veux, pour l'image que tu renvoies quelque chose qui est de plus en plus dichotomique, et dans lequel une bonne partie de la population a l'impression que c'est quelque chose dans lequel elle ne se retrouve pas. Au contraire, elle perd les vieux bons jobs d'avant. Elle perd les vieux bons jobs d'avant et elle se retrouve prolétarisée. Une partie du diable, mais attends, un chiffre important quand même, c'est que, et qui va aller tout à fait dans votre sens, 81% des fonds levés ont été levés en Île-de-France. Mais voilà. Donc on est sur le cœur du truc, quoi. Mais bien sûr, c'est comme si c'était en fait une locomotive, mais qui avait oublié les wagons. Voilà, donc oui, mais c'est pas de leur faute. La locomotive, elle est pour rien. Elle fonce, etc. On est d'accord. Je ne vais pas dire que c'est de la faute du tout. Ils ont fait leur job. Ils ont fait leur job. Au contraire, moi, je suis investisseur, business angel, j'encourage. Mais et ils portent une partie de l'avenir du pays, quand même. On est d'accord. Bien sûr. Mais ce dont on parle, c'est pas ça. Oui, c'est d'un slogan politique. Nation. Je comprends. Ce qui est tout un autre sujet. Et en plus, même dans le tissu économique, j'insiste là-dessus, ça n'est quand même qu'une petite partie du tissu économique, et c'est pas appelé de devenir tout le tissu économique. Tout le monde va pas être développeur Python demain. Si tu veux, c'est pas les trucs. Non, mais c'est. Je crois que même ça, c'est dépassé d'ailleurs, développeur Python, non? C'est pas mal déjà. Python et R, si tu veux, c'est des bons trucs. Si tu sais bien faire ça, t'as du job en face sans problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut pas être le projet de tout le monde. Et surtout, c'est pas le tissu économique global tel qu'il est. Donc, ils sont super dans ce qu'ils font. Objectivement, bravo ce qui se passe dans cet écosystème depuis quelques années. C'est super et c'était bien d'appuyer. Mais ça doit pas être un projet politique global parce que ça, tout simplement, ça peut pas l'être. Ça peut pas accueillir tout le monde et ça peut pas réunir un pays. Et ça a créé une fracture? Moi, je pense. Ouais, c'est ça. Dans son image, en tout cas. Dans son image, moi, je pense que oui, tout à fait. Donc, il a raison de gommer. Il a complètement raison, parce qu'il peut pas être, si tu veux, les trucs à Station F et tout ça, c'est très sympa, mais encore une fois, c'est très élitiste, en fait. C'est très élitiste. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.